Bonjour Julien, Julien Morin. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant dans mon cabinet pour de petits soucis de mal-être, du quotidien, etc. Je vous ai revu par la suite parce que vous aviez été amputé et on a parlé de ce qui vous est arrivé. Mais avant de rentrer dans les détails, je veux saluer tous nos auditeurs qui vont découvrir cette nouvelle version de podcast qui est une interview pour parler aujourd'hui de résilience. Chaque mois, il y aura un nouveau thème. Vous incarnez tellement la résilience qui est, selon Boris Cyrulnik, j'aime beaucoup sa définition, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Et vous représentez très très bien cette résilience. J'en donnerai la définition un petit peu plus tard. Mais avant, que vous vous présentiez pour qu'on puisse continuer cet échange. Merci Laurence, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Donc je me présente, Julien Morin, j'ai 45 ans. Je suis professeur d'histoire-géographie sur un lycée à Toulon. Euh, Ma vie a changé le 18 août 2021 quand je suis devenu personne à mobilité réduite, quand on m'a amputé la jambe gauche juste sous le genou à la suite de complications médicales suite à un accident du travail. Voilà, comme quoi les profs peuvent se faire mal, même si on dit qu'ils ne travaillent pas. Mais je me suis fait mal en forêt en accompagnant mes élèves, en faisant mon métier. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Ce qui n'était pas prévu, c'était toutes les complications derrière. Mais voilà, je suis là. Je suis là et je suis heureux de partager avec vous mon expérience. Oui, je pense que ça va être d'une richesse infinie parce que on parle de résilience, on sait que c'est continuer à vivre malgré un traumatisme, trouver des ressources en soi. Je vais lire la définition de Boris Cyrulnik d'ailleurs, qui est la résilience est un processus dynamique qui ne signifie pas effacer un traumatisme, mais le surmonter en réinvestissant de manière positive sa vie. Moi, je cite souvent, et vous le savez, dans mon cabinet, une phrase qui m'a profondément touchée lorsque je l'ai découverte, qui dit que nos cicatrices nous rappellent d'où l'on vient, mais elles n'ont pas à nous dire là où on doit aller. Et je trouve qu'elles s'harmonisent merveilleusement bien à cette notion de résilience. Moi, quand vous êtes revenu me voir après cette amputation, vous m'avez dit, je ne me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Bon, je me permets de dire que vous avez quand même failli mourir hein, avant d'être amputé. Je pense que ça modifie aussi un regard sur la vie et que moi, je l'interprète avec bah, les petits tracas du quotidien prennent une autre dimension. Tout à fait. Effectivement, ce qui s'est passé pour aller vite, hein, j'ai été donc mon accident du travail a eu lieu le lendemain de la rentrée en 2019. Je me suis donc là triple fracture, une mauvaise triple fracture tibia péroné, pas belle. J'ai été réparé. Il s'avère que malheureusement, à peine un mois après la fracture, ma maman est décédée brusquement. Et j'étais très très proche de ma maman. Je m'en occupais beaucoup depuis la mort de mon papa en 2015. Euh, je pense au fond de moi que ça a dû ralentir le processus. Donc j'ai fait un truc qui s'appelle la pseudarthrose, c'est-à-dire que ça n'a jamais consolidé. Ça tenait grâce aux plaques que j'avais. Et ensuite, bah, le suivi, malheureusement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que 2020 était une année un peu chaotique avec le Covid, y compris pour les médecins. Oui. Et finalement, j'ai dû attendre le mois de mai 2021 pour me faire réopérer à Marseille. Et là, tout s'est bien déroulé, vraiment top. On était très, très optimistes, avec des souffrances, bien sûr, parce qu'il a fallu prendre un bout de mon bassin un petit bout, je précise, mais pour combler la fracture, pour reconstruire le tibia. Et tout allait parfaitement bien jusqu'au 10 juillet 2021 où j'ai été pris d'un malaise au centre Mayol. Je suis rentré chez moi. J'ai dormi 3 heures d'affilée. Je pensais avoir pris une insolation. Il faisait très beau et très chaud ce jour-là.
Et j'avais déjeuné en terrasse. Et en fait, pas du tout. C'était une septicémie. SOS médecin est arrivé. Il m'a dit qu'il fallait faire absolument quelque chose très rapidement. J'étais en train de monter très haut en température. J'étais déjà à plus de 40. Mm. Je suis arrivé à Sainte-Anne où le pronostic a été extrêmement clair. Ils m'ont dit, voilà, la nuit va être décisive. Quand on vous dit ça, voilà, vous pouvez tomber très mal assez rapidement. Et ça a été une nuit d'angoisse où j'ai alterné délire et fièvre, etc. Et le lendemain, bah, ils m'ont quand même pris en main, ils m'ont sauvé à ce moment-là. Donc là, oui, vraiment, quand on vous dit que vous n'êtes pas sûr de passer la nuit, ça fait tout de suite tout drôle. Oui. Vous l'avez Et vécu, puis, quels ont été vos ressentis? Vous vous rappelez de vos émotions? oui, oui, alors c'est une des nuits dont je me rappelle le plus parce que Sainte-Anne est un hôpital militaire euh, où les liaisons avec l'extérieur, bon, bah, il y a beaucoup de transmissions, etc. Et le portable n'est pas la priorité. Oui, Donc, je recevais pas de message, j'arrivais pas à rassurer mon épouse et mes proches. Euh, donc, et moi-même, j'arrivais pas à me rassurer. Et en même temps, je tombais par moments complètement fracassé par la fièvre, par la douleur, par l'angoisse, par tout ça. C'est une nuit. bien sûr. J'aime bien dire que c'est une nuit en enfer pour reprendre ce film, le titre de ce film, mais vraiment une nuit horrible, juste J'imagine. avec des médecins qui sont très carrés. Enfin, je veux dire, Oui. c'est des pros, mais c'est des militaires, donc ils prennent pas de gants, hein, on va pas se mentir, ils prennent vraiment pas de gants. C'est l'efficacité avant tout. Ouais, c'est l'efficacité avant tout. Et bon, ça a été dur, pas forcément de nouvelles. Plus, bon, voilà, le moment où je pars dans un délire fou, ça a été très, très, très dur à imaginer aussi bah, ma propre fin, hein, par les moments de lucidité. Me dire comment je vais faire pour comment ma femme va-t-elle assurer pour les enfants, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'ils vont faire sans moi. Euh, il y a cette phrase moi que j'aime beaucoup qui est une phrase que je crois que c'est Maître Panis qui dit ça dans dans la trilogie marseillaise de Pagnol. Il dit ce n'est pas mourir qui me dérange, c'est de quitter la vie. Oui, Et, et oui. j'en étais là. C'était de me dire, ah, j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore plein de trucs à voir. J'ai mes enfants à finir de voir grandir, Oui. j'ai peut-être mes petits-enfants à voir, j'ai encore plein de monde à explorer, j'ai encore mes élèves. Enfin, je pense à tout ça en même temps. Bon, le lendemain, bah, je m'en suis sorti, j'ai été transféré à la Timone immédiatement parce que après tout bah, c'était Sainte-Marguerite la Timone qui m'avait opéré, donc c'était eux qui devaient faire le service après-vente, hein, ce que je peux parfaitement comprendre. J'aime bien cette forme Euh, de service après-vente. oui, voilà, bon. Et a suivi là une période transitoire où on a eu de l'espoir, de grandes déceptions aussi. Donc, on a commencé par essayer de laver la plaie, de laver de l'infection, etc., qui était là, qui était avérée. On l'a fait deux fois, donc là, il y a eu deux opérations euh, où bah, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a pris la décision de m'envoyer en caisson hyperbare donc, pour essayer de freiner l'infection. Donc, on se retrouve comme un scaphandrier dans un cylindre où on va passer à 1 heure et demie. Une expérience assez intéressante, quoi. Je veux dire, vraiment, bon, c'est un peu long, hein, mais c'est pas horrible, sauf que ça n'a pas fonctionné pour moi, Mhm. malheureusement. La plaie, il faut imaginer que ma jambe, à ce moment-là, ressemblait à... Enfin, on aurait dit qu'elle avait été traversée par des éclats de shrapnel, hein, donc vraiment...
Ouais, Moi qui suis plutôt spécialisé en histoire dans la Première Guerre mondiale, c'était le genre de blessure qu'on pouvait retrouver suite à une explosion d'obus, quoi. Donc oui, oui, vraiment, j'imagine tout à fait. Ouais. parce que la plaie est ouverte, réouverte, avec l'infection qui mange les tissus, etc. Enfin bon, bref. Donc, décision de tout enlever et décision d'essayer une opération à la dernière chance. Moi, je souffrais terriblement. Là, on est quand même au bout de presque un mois. On est au début août. J'ai très très mal, c'est horrible. Donc là, on décide d'enlever tout le matériel. Donc tout ce qu'on a fait disparaît. On me met des fixateurs externes, etc. C'est horrible tellement c'est douloureux. On me prend le muscle du grand dorsal là, qui est là. Donc j'ai une cicatrice qui fait 30 cm de long pour essayer de reconstituer la peau sur la jambe. Donc on est dans des trucs un peu de guerre, hein, voilà. En espérant, en croisant les doigts que ça va fonctionner. Et moi, déjà, dans ma tête, je me dis, à ce moment-là, ça va mal finir. Enfin, je veux dire, ça va mal finir. Je, suis- je vois le moment où l'infection prend du terrain, je vois le moment où j'ai de la fièvre tout le temps, etc., où c'est compliqué, où dans ma tête, il y a la petite musique de, on va peut-être pas s'acharner. À un moment, l'infection va finir par me tuer. Mm. Et les médecins, ce qui est marrant, c'est que les médecins de la Timone, c'est pas eux qui me l'ont soufflé, mais après ils m'ont dit, euh, quand j'en parlais, ils me disaient, oui, vous avez raison. Euh, Vous avez raison, à un moment ou à un autre, l'infection, on ne sait pas ce que ça peut donner, les antibiotiques ne fonctionnent absolument pas. Euh, Il y a un risque de propagation donc de septicémie et tout. Et c'est marrant parce que à ce moment-là, mes proches ne comprennent pas. Euh, ma femme, oui. Elle comprend la gravité, mais tous mes autres proches ne comprennent pas. Et quelque part, et même mes enfants prennent vraiment du recul, se protègent, et ils ont raison, hein. Oui, oui, bien Euh, sûr. Mis à part mon fils aîné, qui a, à ce moment-là, il a 20 ans, il a 20 ans, pile, 19 ans, 20 ans, qui lui, est avec moi tout le temps, assez souvent. Ma meilleure amie aussi qui fait 400 kilomètres pour venir me voir dans la journée. Euh, Eux, oui, parce qu'ils me voient. Ils me voient. Et puis à un moment, pareil, il y a mon neveu et ma nièce et mes nièces qui viennent et qui me voient vraiment livide, jaune, machin, etc. Je sais plus si j'avais été amputé ou pas, je crois pas. À ce moment-là, donc ils voient vraiment à quel point c'est impressionnant, c'est dur. Et, euh, et à ce moment-là, voilà, malgré tout, je ressens énormément de solitude dans cet hôpital. On est en plein mois d'août, j'ai pas le droit à la clim parce que la clim, c'est pas bon pour l'infection, donc je meurs de chaud, c'est horrible. Euh, je- je- Puis les journées sont longues, ma femme s'est pas arrêtée de travailler, elle peut pas être là, et puis on habite à Toulon, on est loin, enfin on est loin. Oui, oui, Il faut quand même prendre le train, voilà. à côté. C'est compliqué. Et puis, l'infection progresse. Et à ce moment-là, le verdict tombe que le greffon n'a pas fonctionné, il est mort. Et que de toute façon, on peut prendre tous les muscles du corps. Si on ne jugule pas l'infection, la fin, ça reviendra toujours au même. Et j'ai des médecins de l'IHU qui viennent, hein, donc le célèbre IHU de Marseille, qui est célèbre pour le docteur Raoult, mais il y a quand même beaucoup de gens extrêmement compétents à cet endroit-là, et puis qui disent, voilà, on ne trouve pas la souche, on n'arrive pas, pour le coup, on ne sait pas, c'est un staphylocoque doré, oui, mais celui-là, il est particulièrement résistant, c'est vraiment une saloperie. Bon. Et là, à ce moment-là, bah, c'est moi. C'est moi qui met sur la table le sujet de l'amputation. Parce que les souffrances, parce que je me dis, je vais pas mourir maintenant. Oui. Je ne vais pas laisser ce truc me bouffer de l'intérieur. C'est fini. J'ai déjà eu des maladies. J'ai eu une maladie assez grave quand j'étais adolescent. J'ai eu, c'est assez rigolo parce qu'en 2018,
J'ai eu une tumeur extrêmement rare au sinus. Un truc, il y a 2 ou 3 cas dans le monde chaque année, et ça tombe sur moi, comme quoi, voilà, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, vous êtes un champion du monde, ben, c'était un ORL, hein, il me dit, vous êtes un champion du monde, hein, hein, de ce côté-là. Bon, moi, ça me fait rire, hein, mais Oui. euh, donc déjà, il y avait ça, donc il avait demandé une grosse opération aussi, et ça me fait pas peur, et je commence à ce moment-là à envisager l'après, à comment je vais être avec une jambe en moins. Et parce que j'ai un delta de, j'ai 5 jours entre le moment où on prend la décision et le moment où ça se fait. Et vraiment, à ce moment-là, je me dis, voilà, staphylocoque doré d'un côté, possibilité élevée que ça finisse mal, que ça se cantonne pas juste à la jambe. De l'autre côté, amputation, oui, c'est vrai, c'est définitif. OK, mais on a des prothèses modernes, etc. On vient me parler là-dessus. Voilà. Et donc, mon opération a lieu le 18 août. Euh, alors, je vais vous faire rire, mais le premier réflexe que j'ai en soulevant le drap, c'est de vérifier que c'est la bonne jambe. Euh, parce Avant, que, je me permets de vous interrompre. Je oui, me bien souviens sûr. que vous m'aviez dit dans mon cabinet un élément important quand même, c'est que cette notion d'amputation ne vous est pas venue à la légère. C'est que la douleur était telle aussi que vous vouliez que ça cesse. D'une part, vous ne vouliez pas mourir. Mais vous vouliez aussi couper, si je peux me permettre ce terme, cette Mhm. douleur qui était quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'il y avait cette souffrance avant même les opérations, Bien dès sûr. l'accident. On s'est rencontrés par rapport à ça, cette douleur insistante et permanente. Donc, c'est un aspect important à prendre en compte dans cette décision, parce que là, la façon dont vous l'ameniez, c'est que ça paraissait évident que l'amputation était la solution pour ne pas mourir, mais il n'y avait pas que ça. Non, non, bien sûr, c'est vrai. Alors, parce que, en fait, il s'avère que m'a profondément changé. C'est-à-dire que Euh, mon frère vous dirait que, enfin, je ne le dirais pas comme ça parce que il est poli, mais j'ai un grand frère qui a 14 ans de plus que moi, qui est, probablement une des personnes que j'aime le plus au monde, et bon, qui est vraiment, pour le coup, qui a longtemps été un modèle, même si bah, aussi je le vois avec ses forces et ses faiblesses aujourd'hui, hein. Mais mon frère vous dirait que effectivement, j'étais un peu chochotte quand j'étais plus jeune, et il a parfaitement raison. Et parce que ma femme aussi, si elle est, elle pourrait dire aussi que j'étais Calimero et que euh, on m'écoutait, etc. Et en fait, à ce moment-là, au moment je crois que c'est au moment de la mort de mon père. Donc en 2015, quand je l'ai vu souffrir et rien dire et faire face, même si des fois il disait c'est dur, machin, etc. Il a enduré la chimio, qu'il a tenu, etc. Je dis, tu peux pas continuer comme ça. En plus, t'es papa, etc. Tu peux pas non plus tout ramener à toi et tout. Et à ce moment-là, j'ai dit, euh, je me plaindrai le moins possible. Je garderai ça pour moi parce que c'est un combat que je dois mener contre moi-même, contre la douleur. Et je me dis qu'il y a une spirale qui fait que... Et c'est vrai que j'en parle pas forcément parce que je veux garder un côté Oui, positif. Mais oui, les oui, douleurs sont atroces. oui. Évidemment. Le... Alors, le jour de la fracture, déjà on est pris par la sidération, hein. Il y a cette montée d'adrénaline qui fait que vous êtes dans la sidération et la douleur ne vient pas tout de suite. Tout à En fait. plus, après, on vous prend en main pour voilà. Oui. Euh, les premiers temps, ça va, mais après, une fois qu'on marche avec ça, et comme c'est pas très consolidé, on a peur, on n'ose pas, on prend appui, puis on se fait mal, et ça tire, et la nuit ça tire, et ça fait mal, etc. Et puis,
Quand j'ai eu l'infection, pareil. L'infection, ça fait mal. On a des douleurs qui lancent, ça lance. C'est plein de petites aiguilles qui vous piquent en même temps. Et ça peut vous réveiller la nuit si on vous a pas mis un remède de cheval pour dormir. Et puis après, quand j'ai été à chaque opération, ben, ressentir les douleurs d'une opération, hein. Quiconque a pris une opération dit que ça fait quand même un peu mal, hein, mais surtout si Bien on sûr. touche à des os, hein, évidemment. Et puis, et quand on m'a, juste avant l'amputation, donc quand ils ont enlevé le matériel pour mettre les fixateurs externes, alors là, entre la chaleur, entre la douleur de la jambe, dès que je bougeais, ça lançait, ça me faisait perdre connaissance. Ça tirait en même temps sur le grand dorsal. Ça me lançait dans l'épaule. J'ai l'impression de ne plus avoir d'épaule. Et malgré la morphine, c'est-à-dire que j'avais la pompe à morphine, j'avais beau faire appuyer, ça, ça, Oui, ça soulageait rien du tout. Euh, et puis, malheureusement, euh, les premiers jours après l'amputation, j'ai eu besoin de morphine, évidemment, parce que la douleur, elle est quand même là, hein. On vous a coupé un membre, hein. Même s'ils font, pour mon cas, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir des douleurs fantômes, etc. Moi, j'ai de la chance que ça a été préparé avant, donc c'était pas traumatique. On a pris le temps de, oui, plus à la Timone où ils sont vraiment extraordinaires. Vraiment, j'en profite pour vous le dire. Ce sont des personnes dévouées qui font un boulot monstre avec des moyens de bout de chandelle. C'est une honte les conditions de travail dans lesquelles on les a fait travailler. Des fois, j'avais l'impression que c'était Beyrouth, tellement enfin, Beyrouth, oui, actuel, hein, voilà. Euh, L'expression vaut toujours. Avec des palettes dans le couloir, des murs qui se décrépissent, machin, etc. Puis après, j'ai été transféré dans un service qui avait été rénové. Ça allait mieux, mais il manquait toujours quelque chose, du personnel, en veux-tu, en voilà, parce qu'on a décidé, excusez-moi, j'en profite, mais que dans ce pays, que ce soit la santé ou l'éducation, c'était plus une priorité. Bref, ces gens-là, eux, ils se plaignent pas non plus. Ils font leur boulot. Alors, de temps en temps, malheureusement, vous tombez sur un interne la nuit qui n'a pas reçu les instructions et qui vous dit, ben non, je ne vais pas pouvoir vous renouveler la morphine. Et comme lui, il n'a pas envie de oui, se retrouver dans la merde, hein, bien il ne sûr. va pas vous la donner. Et puis là, c'est l'enfer. Là, c'est la nuit. Là aussi, c'est la nuit du danger, quoi. C'est la nuit horrible. Et puis, euh, et puis, il y a eu une autre nuit, quelques jours après l'opération, où l'infection était partie. Enfin, on était en train d'espérer qu'elle était partie, hein. On n'avait pas les résultats parce qu'il y a de la culture à faire, des choses comme ça, bref. Et où je me retrouve avec une très 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 forte fièvre. Pareil. Et on est en pleine nuit. Et là, je me souviens de... Là, j'ai très peur. J'ai très très peur. J'ai les larmes qui viennent, une chose parce que à ce moment-là, je me dis, bon, bah merde, ça n'a pas marché, c'est mon corps qui va lâcher, etc. Et puis je me tourne vers l'infirmière de nuit avec qui j'avais commencé à tisser des petits liens affectifs, enfin, je veux dire, affectifs, Oui, empathiques, en tout cas, hein, pardon. Euh, Elle s'appelait Anaïs, et je lui dis, Anaïs, je veux pas mourir cette nuit. Je lui dis cette phrase, je veux pas mourir cette nuit. Et me dit cette phrase en anglais, un peu théâtrale, elle dit, Not on my watch. C'est-à-dire, passe pendant ma garde. Et, et ben, je m'en souviens encore, mais je lui dis, mais merci, parce que là, tu m'as donné de la force pour oui, continuer, pour être là le lendemain. Euh, et pour après attaquer la rééduque derrière. bien Parce sûr. qu'après, il faut apprendre à marcher. C'est bien beau, ces histoires. Mais après, il faut apprendre à marcher. Mais justement, j'allais vous poser le après, justement, comment vous avez trouvé cette résilience et puis arriver à me dire, je suis mieux maintenant que j'ai été amputée.
ce qui vous a permis de prendre tout ce recul. Donc, comme le dit Boris Cyrulnik et vous l'exprimez, ça n'enlève pas le traumatisme, ça n'efface rien des douleurs, sauf que ça ne vous empêche pas de vivre et d'apprécier la vie aujourd'hui. Alors, en fait, rapidement, l'idée, ça a été de me dire de toute façon, je veux pas rester en fauteuil roulant. Je veux pas être en fauteuil, je veux pas être en poids, je veux Oui. m'autonomiser le maximum. Euh, je, donc j'arrive aux alentours du 25 août, un truc comme ça, à Pomponiana, à côté de hier. Mhm. Donc centre de rééducation plutôt réputé. Euh, il y a trois grands centres à Hier qui sont justement faits pour ces problèmes orthopédiques. Où bah là, j'étais déjà venu pour la rééducation, donc je connaissais pour la rééducation après l'accident. Et donc là, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça a été rapidement de me dire, bah, on fait tout simplement parce qu'il n'y a pas le choix. Quel choix je vais avoir? À ce moment-là, j'ai 41 ans, donc techniquement, allez, je suis peut-être à la moitié de ma vie. On verra bien. Euh, Et je me dis surtout, à partir de là, c'est le premier jour du reste de ta vie, quoi. C'est le moment où, voilà. Je suis hors de question que je sois un poids pour qui que ce soit, premièrement. Deuxièmement, je veux reprendre rapidement mon travail parce que c'est ma vie, parce que j'adore mon boulot, parce que c'est une passion que j'ai depuis l'enfance et qui a mis du temps, hein. Je suis redevenu prof à 35 ans, hein, donc je suis devenu prof à 35 ans, donc quand même. Et j'adore ça, et tous les matins, je me lève avec la niaque parce que j'ai envie, parce que je sens que j'ai une mission. Ça, c'est perso, hein, mais voilà. Et je dis, mais ta mission, voilà, tu dois encore taffer des enfants, ils ont besoin de leur papa, tu as une femme, elle a besoin de toi, elle a besoin de moi, même si, attention, ne faisons pas Oui. Non, non, mais hein. bien Voilà, sûr, elle ça a fait besoin de toi non, parce que t'es son amoureux, bien sûr. parce que voilà, et tu as besoin de la vie, et la vie, elle est belle. Et la vie, tous les jours, je me dis, purée, elle est belle. Et puis, à ce moment-là, c'est comme si toutes les petites choses qui paraissaient insurmontables, les petits trucs du quotidien, les machins, etc., étaient diluées dans l'idée de va tout droit. Il y avait un Va, focus, en fait, un voilà, focus sur aller tout droit et avancer quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Oui, Et j'ai encore en tête les images les stories que je faisais sur Instagram à ce moment-là. La première fois que je me suis levé tout seul, sans prothèse, hein, je précise, hein, oui, juste faire quelques pas en claudiquant avec un déambulateur. Je crois que ça a été le moment le plus dur, juste de faire ça, de faire, de se dire, bon, est-ce que je vais y arriver ou pas? Oui, j'y arrive. Oui, c'est dur. Oui, j'ai la tête qui tourne. Oui, je suis complètement effondré de fatigue après avoir fait trois pas, mais je les ai faits. oui. Mais j'ai marché, j'ai claudiqué. Et puis après, ben, c'est un long processus où on attend que le moignon se forme bien pour qu'on puisse adapter une première pré-prothèse. Et là, j'ai la chance, mais, mais la chance absolue d'avoir des kinés extraordinaires. Alors ça, voilà. Je les salue, hein, j'en profite. Tout le service du docteur Rubino à Pomponiana. Euh, j'ai la chance de tomber sur des gens comme ça, des infirmières, je pense à Titi d'hôpital de jour que j'embrasse de tout mon cœur, etc. Si jamais ils voient ça. Et mes kinés qui sont extraordinaires, elles sont toutes fantastiques.
et mon kiné, Milan, que j'embrasse. Euh, et vraiment, vraiment, ils sont top, ils sont bienveillants, ils sont, ils sont patients. Euh, en plus, moi, bon, bah, c'est vrai que j'essaie toujours de ramener ça à la rigolade, donc c'est vrai qu'il y a vraiment un lien qui se fait avec eux. Et puis voilà, et on progresse. Et puis mes orthopédistes, mon orthopédiste Elodie, qui est devenue vraiment quelqu'un de central dans ma vie, me dit, voilà, bon, tu vas y arriver, on va adapter comme ça la prothèse, on va faire ci, on va faire ça, machin, etc. Et ça vient, et puis on commence, et puis on voit les autres. Et ça, c'est bien aussi, c'est qu'on voit, je vois de tout. Je vois des gens, premier, je vois un amputé comme moi, je le vois courir dans le couloir. Je dis, mais c'est ça que je veux faire. Je faisais du rugby valide, je n'en fais plus parce que, bah non. Oui, Mais je me dis, ça peut me permettre de rejouer un peu debout en trottinant. Donc déjà, je me projette dans l'avenir à ce moment-là. Puis j'ai une rencontre fantastique avec Grégory, qui est un peu quelque part mon mentor en handicap, qui lui est handicapé de naissance, hein, et qui me dit, ouais, on commence à bien s'entendre, on rigole, machin, etc. Et puis il me dit, écoute, je monte une équipe de rugby fauteuil, rugby à 13 fauteuils, faudrait qu'on la monte ensemble, etc. Le projet mûrit, on a que ça à faire. Bien, à part regarder la télé, on a que ça à faire et faire du Scrabble, et voilà, ce genre de choses. On a que ça à faire, les soirées sont longues, donc on commence à monter. Moi, ça me motive à chaque bien fois. Et sûr. puis, Puis ça allez, vous permet de vous projeter, qui est un élément important dans la résilience d'ailleurs. mais c'est ça. Et même, je vais vous dire, même à la Timone sur mon lit d'hôpital, j'étais en train de préparer un futur voyage pédagogique que je ferai plus tard. Donc j'ai toujours été sur le coup prochain. Oui, Parce que c'était important de voir le coup d'après. oui, De voir comment est-ce qu'on va adapter la maison, on va adapter, comment je ne veux pas non plus être une gêne pour qui que ce soit. oui. Et ça, des fois, ma femme me dit, mais demande. Ah, je suis là pour t'aider. Mais non, non, je m'en sors, je m'en sors. Alors que, au fond de moi, je sais très bien que un petit peu d'aide, j'aurais rien contre, parce que oui, ben, il y a quand même envie de se faire chouchouter, évidemment. Mais j'arrive à le faire. Oui, Et ça, je suis fier de moi pour ça, parce que pourquoi je dis que c'est le plus beau jour de, enfin, oui, c'est probablement le plus beau jour de ma vie, parce que, en dehors de la naissance de mes enfants, et bien sûr, et de la rencontre avec ma femme, hein, c'est pas le problème, mais pourquoi je dis que c'est le plus beau jour de ma vie? Parce que c'est la deuxième partie de ma vie. oui, C'est celle que j'attaque avec, la première fois avec l'idée de combattre, de battre la fatalité, de se battre contre elle, que rien n'est impossible. oui, Euh, Évidemment, à mon petit niveau, c'est-à-dire que je ne me vois pas comme j'ai jamais été un grand coureur, je sais très mal courir, je sais très mal nager, donc tout ça, je ferai jamais les JO pour ça, hein, mais que tout le reste est possible. oui, Tout redevient possible, et surtout avec une idée que le matin, voilà, chaque matin, c'est une chance. oui, Il y a, il y a un proverbe qui dit, n'oublie jamais que demain n'est pas une certitude, juste une ambition. Et pendant longtemps, je me le disais sans me rendre compte de la réalité, me rendre compte que c'est vrai, oui, que chaque matin, c'est une victoire parce que tu es là, parce qu'il peut se passer n'importe quoi à la veille, machin, etc. Que chaque nouveau jour, il est là. oui. Et que chaque nouveau jour, il faut le prendre et en faire quelque chose de bien. Des fois, évidemment, bah, non, faut pas croire que je suis tous les jours ultra positif, ultra machin, etc. Bien sûr que non. Mardi, Vous êtes resté humain. ah Ça bah n'a oui. pas fait de vous un robot. Et Ah tant non. mieux, et Et tant puis, mieux. Ça vous a fait ressortir ce côté de voir la vie d'un côté plus positif, de savourer.
chaque jour et chaque instant. Mais bien sûr que le quotidien, vous allez en parler, je vais vous laisser en parler, reste le quotidien avec toutes ces difficultés. Bien Mais sûr. votre vision change sur ce quotidien difficile. Ma vision change. Alors, je vais pas mentir, hein. J'ai parfois des doutes, j'ai parfois des angoisses, évidemment. Bah là, j'ai pas honte de dire que j'utilise de la chimie hein, pour ça, hein, et que je prends des médicaments, bien sûr. Attention, je suis pas sous des trucs de fou furieux, hein, mais c'est une barrière surtout parce qu'il y a une peur qui est venue aussi à ce moment-là. C'est la peur de l'effondrement. C'est ce que j'appelle la peur de l'effondrement. C'est qu'un jour, je sois rattrapé par que cette dynamique se coupe et que je sois rattrapé par me dire euh, que je me rends compte que tout revienne. Euh, j'estime que, même je pense, hein, je pense que quand on a un deuil, moi j'en ai eu plusieurs, j'ai perdu mes parents de manière brutale. Euh, Mon papa, je l'ai vu mourir à côté de moi. Euh, Ma maman, après, donc j'étais pas avec elle, mais elle est morte dans la nuit. Et quand on vous appelle le matin, c'est un traumatisme terrible. Euh, J'estime que je suis un peu en syndrome post-traumatique. Et Mhm. même si ça va beaucoup mieux, de temps en temps, voilà, ça revient. Et j'ai toujours peur de l'effondrement. Bien sûr. Et si je tombais dans la dépression, et si je m'effondrais? Parce que ça arrive, j'ai plein d'amis à moi qui me racontent ils sont passés par des trucs durs, hein, des deuils, mais eux aussi des problèmes de santé copieux, où ils se sont effondrés d'un coup, ils ont eu une espèce de burn-out. Moi, ça m'est déjà arrivé, le burn-out, hein, juste après la mort de mon papa, quelques mois après, où j'ai explosé en plein vol. Et c'est là que j'ai pris la décision aussi d'arrêter mon travail de l'époque pour redevenir prof, pour devenir prof. Et, euh, et vraiment, à ce moment-là, ça c'est une peur qui m'étreint de temps en temps. Oui. Et vraiment. Et, et c'est pour ça aussi que de temps en temps, voilà, j'ai besoin aussi de parler, de dire, et puis de me dire, voilà, des défis. Euh, Au mois d'avril dernier, j'ai eu euh, enfin mon concours. Donc, je suis certifié maintenant. C'était la troisième fois que je passais à l'oral. J'ai eu une très bonne note. Je suis très content. Et surtout, je me suis dit, mais oh, je l'ai fait, quoi. J'ai réussi à le faire. J'y suis allé. J'ai fait une formation à près de 1 000 kilomètres de chez moi. Je suis allé à Lille pour faire une formation. Avec, il m'est arrivé des galères que seul un amputé peut connaître. C'est-à-dire que j'étais dans l'île, je me baladais, j'étais entre deux prothèses. Donc j'avais une prothèse provisoire. Voilà. Bon, donc c'est un truc en plastique, enfin en plastique, en résine, qui est moins solide. Et je suis en train de marcher et le truc se fend. Et donc je me retrouve bloqué dans une rue, sans béquille, sans rien, à ne plus pouvoir marcher. Et là, le cerveau, il va à une vitesse. Oui. Je me dis, bon, il y a une pharmacie à 20 mètres. Si j'arrive à claudiquer, je vais acheter des béquilles. Ensuite, en face, il y a un carrossier. Peut-être qu'il a du scotch de carrossier, je vais essayer de réparer le truc. Et j'arrive, bon an, mal an, à serrer machin, etc., à faire, à serrer fort, etc., à prendre un Uber, à rentrer au truc où je dormais, qui n'était pas à côté, évidemment, hein, sinon c'était pas drôle. euh, à regarder magasin de bricolage, blablabla. Ah, il y a un Leroy Merlin. Le lendemain, je vais quand même en cours, hein. Je vais quand même en formation. Je vais pas rater ça, hein. En essayant que ma réparation de fortune n'explose pas, hein. L'après-midi,
je vais au Leroy Merlin, je m'achète un scotch de l'espace, un truc qui va bloquer un cerf. Ça marche. Le lendemain matin, je passe l'oral blanc à 8 heures pour vérifier que ça passe, machin, etc. Je fais un bon oral, ça se passe bien, etc. J'ai réussi, je rentre chez moi et ma femme, en colère, enfin pas en colère, mais elle me dit, mais t'étais loin, mais pourquoi t'es pas rentré? Pourquoi si? Pourquoi? Non, non, on Oui, continue, on s'en fiche. oui, C'est des péripéties, c'est pas grave. oui, On arrive à faire. Y a rien de grave. Je me suis pas fait mal. Juste, j'ai eu peur sur le coup, évidemment, oui, le truc qui pète, machin, etc. Et j'ai eu 3 secondes de... Allez, non, allez, 15 secondes, je vais être gentil. 15 secondes d'hésitation de qu'est-ce que je vais faire, machin, etc. Et après, cette espèce bah, justement, la résilience, oui, ce truc qui vient du fond de nos tripes, là, est-ce que c'est le... Je pense que c'est le cerveau primitif, hein, c'est le tout cerveau à fait. reptilien Oui, qui te dit, t'as un tyrannosaure là-bas, faut que tu fasses quelque chose, hein. oui, oui, Voilà. C'est celui qui dit au, à l'iguane, perds ta queue, c'est pas grave, hein, oui. elle va revenir. Euh, c'est vraiment ce truc-là qui nous vient du fond des âges et qu'il faut réussir à activer. Et à Et entendre, non seulement activer, parce que je pense qu'on l'a tous, mais surtout l'écouter, l'entendre, l'accueillir. tout à fait. Et il faut savoir l'accueillir, ne pas en avoir peur, parce que ça peut faire peur. Bien sûr. Mais vous voyez sur mon bras, alors, je sais pas si on voit, ouais, ouais. Oui. J'ai un tatouage où il y a marqué que j'ai fait en 2022, 23, 23 peut-être. Non, 2022. En 2022, il y a marqué «Le vent se lève, il faut tenter de vivre». C'est un extrait du Cimetière marin de Paul Valéry. C'est aussi un film d'animation de Hayao Miyazaki qui s'appelle Le vent se lève, qui raconte l'histoire du créateur du chasseur Zéro qu'on voit dans Les Têtes brûlées, le chasseur japonais Zéro, et qui avait une femme très malade, et qui a fini par mourir de la tuberculose. Et lui a continué, quoi qu'il arrive, son œuvre, l'œuvre de sa vie, qui était de s'occuper de sa femme, mais comme elle n'aurait pas accepté qu'il laisse tomber, il a continué après son œuvre à faire cet avion qui restait légendaire par la suite. Et le film s'appelle Le vent se lève j'ai plus tout le sonnet en tête hein, de Paul Valéry, mais euh, il dit, euh, il dit en gros, malgré les tempêtes, le vent se lève, il faut tenter de vivre, il faut continuer à vivre. Hmm. Parce que la vie qui nous a donnée est une chance. Oui. Quand on est arrivé déjà jusqu'à la naissance, quand on est arrivé jusqu'à... Je suis historien, hein, donc je sais que il y a encore pas si longtemps que ça, la mortalité infantile était catastrophique. Donc quand on arrive à faire ça, quand on voit la vie qu'on a, on est dans un pays occidental qui est magnifique. On a un pays, la France, qui est merveilleux. Euh, on a, on a un système de santé qui mérite tellement mieux que ce qu'on lui donne. On a des gens qui sont extraordinaires. On a peut-être des gens qui sont pas forcément à la hauteur. On est un peuple qui est résilient aussi. Nous, en géographie, vous avez cité la définition de Boris Cyrulnik, que moi aussi j'apprécie énormément. Euh, mais en géographie, on dit que la résilience, la définition de résilience, c'est capacité d'une société à se reconstruire après une catastrophe. Hmm. Cette résilience, c'est celle qui a animé, vous savez, Shoah, ça veut dire catastrophe en juif, hein. Ben, voilà, on a pris une catastrophe. On va se relever. Et c'est ce qu'on voit à Valence, en Espagne actuellement, hein. J'ai- Je le redis pour les gens qui verront ce podcast dans quelques années, mais
À Valence, au mois de novembre 2024, il y a eu des inondations cataclysmiques qui ont causé la mort de plus de 200 morts. Et les gens se sont mobilisés pour venir d'autres villages, d'autres Tout à régions, fait. d'autres villes pour dégager Valence, pour aider les Oui, pauvres gens. Et ça, c'est ce qu'on voit. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'homme, euh, cette résilience. Et cette résilience aussi, c'est ce qui fait que j'ai rencontré pendant ma rééducation, j'ai rencontré Mathieu Bastaro, ici à Toulon, est une idole parce que c'est un joueur du RCT et maintenant c'est le manager du RCT. Lui s'est fait, alors lui c'était moins grave, hein, mais il s'est fait un truc qui n'existe, enfin qui normalement n'existe pas, c'est-à-dire qu'en même temps il s'est rompu deux tendons rotuliens, le truc qui n'arrive jamais. Là, les deux en même temps, de chaque côté, euh, et il est revenu pour finir sa carrière et pas finir sa carrière sur une civière. Et on faisait, donc on se voyait, etc. Et je l'ai revu après, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, ben, bonjour Mathieu, tu sais, on faisait des courses de fauteuil, toi et moi, à Pomponiana, et puis il me dit, ah mais oui, mais t'es le prof. Il me dit, mais tu sais que tu m'as vachement aidé. Je suis, ah bon, bah, pourquoi? Il me dit, mais parce que quand je te voyais avec Greg, et que tu te laissais pas tomber alors qu'on t'avait coupé une jambe, que Greg, il lui manquait une jambe, qu'il était en fauteuil, machin, etc. Et il a dit, mais moi, je dois continuer. Et c'est ce qu'il a fait. Et je m'attribue aucun mérite, mais je suis heureux que j'ai pu un tout petit peu, à 0,03% l'aider dans cette entreprise-là et qu'il puisse aujourd'hui s'épanouir dans un autre rôle. Et pour moi, c'est une idole. Voilà, mais vous voyez, si je peux aider mais plus de gens c'est avec ça, justement la raison de ce podcast et ah, de cette vidéo. C'était qu'à travers votre expérience, et vraiment, je vous remercie d'avoir accepté, on en a parlé il y a longtemps, hein, on a mis du temps à mettre en place, enfin j'ai mis du temps à mettre en place pour voir comment j'allais structurer ça, comment j'allais l'amener. Et je vous remercie du fond du cœur parce que déjà, moi, ça me touche énormément. Mais je trouve qu'à travers les histoires des gens et de leur capacité à rebondir, donc cette résilience, quel que soit le vécu, chacun peut y trouver une notion d'espoir, une notion de courage. Et d'ailleurs, j'ai envie de conclure avec vous en citant les piliers de la résilience selon Boris Cyrulnik, que j'aime beaucoup, qui est mon voisin d'ailleurs, on n'habite pas loin. Il commence par un environnement affectif sécurisant, qui est essentiel, et vous l'avez évoqué. Cet environnement, la présence de personnes bienveillantes autour de soi, que ce soit nos proches ou cette infirmière Anaïs dont vous parliez, qui vous a donné à travers une phrase, un sourire, un moment, l'envie de continuer. Il y a la parole, exprimer ce traumatisme avec des mots pour les rendre digérables. C'est ce qu'on a fait. Vous êtes venu en parler avec moi au cabinet. Vous en avez parlé à d'autres. Et c'est important pour pouvoir continuer. Je dis toujours que nos émotions, quelles qu'elles soient, on les accueille, on les digère pour pouvoir ensuite les accepter et avancer. Il y a cette capacité à se projeter, vous l'avez tellement bien défini, ça a été votre leitmotiv, hein, de se projeter, de continuer à avancer. Et puis la culture de l'imaginaire, l'art, la musique, l'écriture qui peuvent servir de refuge, et vous, vous avez eu les vôtres. Et à travers, je n'ai pas cité volontairement tous ces piliers dont Boris Cyrulnik fait l'écho, mais vous les avez tous évoqués à travers votre propre parcours et on voit à quel point ils sont importants. Donc merci à vous, Julien, parce que vraiment d'avoir été aussi authentique, si vrai, d'avoir osé exprimer les plus profondes blessures, ça me touche beaucoup. Je pense que ça va toucher beaucoup de nos auditeurs et moi, ça me va droit au cœur. merci Laurence. Et je voulais terminer en disant vraiment que rien n'est impossible. Euh, nous sommes chacun, on peut parfois être notre propre paradis perdu en regrettant certaines choses. Évidemment, moi, je regrette le temps où je rentrais dans des mêlées, où je rentrais dans des regroupements. Ça, j'ai dû faire une croix dessus.
mais j'ai découvert d'autres choses, d'autres gens. Et il faut pas être son paradis perdu, il faut plutôt être son Éden à venir. Oui, Euh, et ça se construit. Ça se construit tous les jours en voyant le positif et pas forcément le négatif. Le négatif, il est là, hein. Euh, oui. Évidemment, bien sûr qu'il est là. Et Et on bien n'en sûr fait qu'il pas, faut on ne prendre. l'occulte pas, on ne l'occulte Voilà. pas, sauf qu'on ne le laisse pas diriger notre Ah, vie. c'est pas lui qui va diriger ma vie. Voilà. C'est pas le négatif, c'est pas le, la colère, la revanche, etc. Je crois que euh, on m'a cité une phrase en disant au moment de ma formation, mon concours, qui m'a guidé après et qui m'a fait que je l'ai eu. Le concours est relativement injuste, il est très dur. Bref, pour des gens qui sont déjà enseignants. Et on m'a dit, non, non, mais Monsieur Colère, il reste à la maison. Tu y vas positif. Et en adoptant ce point de vue-là, bah, comme par hasard, bah, ça allait dans mon sens. Et je Ouais. l'ai eu. Voilà. Bravo, en tout cas, bravo pour Rien ce n'est impossible. parcours, bravo pour toute cette évolution que j'ai pu suivre, puisque ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît. Et merci du fond du cœur d'avoir eu ce courage, parce que c'est un certain courage que de venir se mettre à nu quelque part pour parler de son expérience et donner espoir aux gens qui vivront des traumatismes, qui auront besoin, je sais que c'est un besoin de voir que c'est possible, et en se disant, lui, il a réussi, pourquoi je réussirais pas? Exactement. Et c'est l'objectif de ces vidéos, c'est l'objectif de ce podcast. Donc, merci à vous Je vous en prie. d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Merci Merci beaucoup, Julien. Laurence. Merci à vous tous et toutes pour votre écoute. Et puis, Julien nous donnera de ses nouvelles. Vous avez un Insta, je le mettrai en lien Ouais, si les gens veulent vous suivre. bien sûr. Vous envoyez un petit mot, le cas échéant, pour vous remercier de cette interview. Donc, je le Un mettrai plaisir. dans les commentaires, enfin dans le descriptif de ce podcast. Merci, Merci. très belle journée Julien, et Merci. à bientôt. À bientôt.